Bonjour et bienvenue à l'épisode 243 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et sur ce podcast, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de vos organisations. Comment est-il possible d'assurer le pilotage actif des priorités stratégiques? Nous plongeons au cœur de la méthodologie des OKR, les objectifs et résultats clés. Pour les dirigeants qui veulent focaliser l'action de leurs équipes, les OKR vont au-delà d'un simple outil de planification. Il s'agit plutôt d'un cadre de travail puissant, orienté vers l'exécution et la transformation de l'entreprise. En compagnie de Frédéric Moreau, nous explorons cette méthodologie en clarifiant leur définition et leur rôle dans la transformation organisationnelle. Frédéric discute de l'importance de l'alignement stratégique et de l'exécution et aborde des erreurs fréquentes que les dirigeants commettent lors de la mise en œuvre des OKR. Frédéric explique les différences entre les OKR et le Balanced Scorecard, en plus de souligner l'importance de la culture organisationnelle et du lâcher-prise des dirigeants pour réussir cette transformation. Frédéric Moreau est conseiller senior en transformation des affaires et des technologies, orienté stratégie et résultats, avec plus de 30 ans d'expérience dans la conduite des transformations digitales, agiles et stratégiques à grande échelle. Il possède une solide expérience en mise en œuvre d'OKR, en agilité organisationnelle et en accompagnement exécutif, aidant les organisations à renforcer leur capacité d'exécution, à briser les silos et à développer des cultures de haute performance. Grâce à un parcours pluridisciplinaire unique mêlant marketing, technologie et management, il a mené avec succès des initiatives de transformation dans les secteurs publics et privés, incluant les secteurs de la finance, des médias, les logiciels, la fabrication et les organisations artistiques. Explorons ensemble toute la richesse et l'impact des OKR. Bonne écoute. Bonjour Frédéric, bienvenue sur le podcast. On est très heureux de t'avoir avec nous. Bonjour Éric et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Frédéric, ma première question, je pense que c'est la base pour bien être en mesure de bien saisir toute la richesse des OKR. Au-delà de l'acronyme, comment est-ce que tu définis un OKR, je le dis en anglais parce que c'est une terminologie anglophone, à un dirigeant? Est-ce que c'est une méthode de mesure, une philosophie de management ou tout simplement un outil de planification? Démêle-nous un peu qu'est-ce que c'est. Oui, excellente question pour commencer en effet, parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à qu'est-ce que sont les objectifs et résultats clés. En français, on va les appeler comme ça, mais souvent on continue à utiliser le terme OKR. Donc concrètement, les OKR, en fait, c'est un cadre de travail qui s'appuie en fait non pas sur des indicateurs de performance, mais qui vise en fait à obtenir des résultats. Donc c'est un cadre de travail en fait de gestion, de priorité, orienté sur des résultats. C'est comme ça qu'on peut le définir. Après, c'est pas forcément le sujet que je vais apporter à un dirigeant en premier, parce que le volet définition, le sujet, j'ai envie de dire que les OKR, c'est pas vraiment le vrai sujet. Le vrai sujet derrière les OKR, c'est vous avez une stratégie, vous avez des enjeux d'exécution de votre stratégie, quels sont-ils et comment est-ce que les OKR peuvent vous aider à mieux exécuter finalement vos ambitions stratégiques. Donc c'est vraiment le sujet en fait qui va animer la discussion avec le dirigeant. Et dis-moi, juste question de clarifier encore une fois, pousser un petit peu plus la question de la définition, on parle d'objectifs et résultats clés. Qu'est-ce qu'on entend par objectif? Qu'est-ce qu'on entend par résultat clé justement dans cette approche? Oui, donc l'objectif dans ce cadre de travail, c'est un élément en fait inspirationnel. Donc l'objectif en réalité il est qualitatif. Dans le framework OKR, dans la méthodologie OKR, c'est un objectif, presque une vision, j'ai envie de dire, quelque chose. On veut par exemple améliorer la qualité de la relation client. Ça c'est un grand objectif. Oui. Et puis à l'intérieur de ça, on va vouloir chercher en fait quelles sont les preuves concrètes que je suis en train en effet d'améliorer ma relation client. Et donc on va identifier quelles sont les métriques qui permettent en effet de constater que je suis sur la bonne voie et on va les mesurer
pour définir en fait un objectif concret. Souvent le KR, le résultat clé, c'est ce Oui. qu'on appelle en fait les objectifs SMART. OK, donc le volet SMART en fait de l'objectif, on va le retrouver au niveau du résultat clé, alors Mhm. que l'objectif en tant que tel, est un objectif qualitatif inspirationnel. OK. Et dans ce contexte, on entend beaucoup parler de Balance Scorecard aussi. Beaucoup de dirigeants vont l'avoir implanté, vont avoir peut-être des difficultés à le mettre en œuvre ou à l'exécuter. Comment est-ce que tu situes les OKR par rapport au Balance Scorecard? Y a-t-il des différences au niveau de la philosophie? Peux-tu nous éclairer un peu pour démêler un peu ce qu'on voit souvent en entreprise par rapport à ces terminologies? Si on veut, replacer en fait les OKR dans le cadre en fait, dans les méthodes on va dire de stratégie, de planification stratégique et d'exécution, heu, il y a 3 couches en fait. Moi j'imagine, ça en 3 couches différentes. On va dire qu'il y a la couche du haut, donc la couche stratégique en tant que Mhm. telle, là où on va en fait travailler la stratégie et la vision. Il y a en effet le balance scorecard, il peut y avoir du blue ocean, il peut y avoir d'autres approches, d'autres frameworks en fait pour définir une stratégie. Une fois qu'on a fait ça, donc dans cette couche stratégique, on va travailler aussi la planification stratégique. Donc Mhm. ça peut être avec le Shinkanri ou d'autres types d'approches. Ça peut être du lean portfolio management, par exemple, si on est plus dans un cadre d'agilité. Et puis, on passe ensuite dans le volet intégration. Donc où on a en fait le portefeuille, les flux de valeur. Donc on commence à voir les programmes qui se Mhm. dessinent, les produits. Et puis ensuite, on passe en volet exécution. Oui. Les OKR, en fait, dans cette construction, dans cette petite pyramide, on va dire, se positionnent en fait de manière transversale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Balance Scorecard, qui est un outil en fait pour développer une vision et focaliser sur une ambition concrète, parce qu'il y a des points communs en effet avec les OKR, dans le sens où le Balance Scorecard en fait a pour ambition de traduire une stratégie en éléments actionnables. Donc ça, Oui. c'est un élément commun qu'on va retrouver avec les OKR. Le Balance Scorecard a aussi une vision systémique des choses, beaucoup plus, j'ai envie de dire, que l'OKR, parce qu'il va couvrir l'ensemble des domaines de compétences, des capacités d'affaires finalement de l'entreprise, ce Mhm. que l'OKR ne va pas faire, parce que l'OKR, il va focaliser sur certaines priorités. Oui. Donc c'est vraiment un outil de priorisation très très puissant, le l'OKR. Autre point commun entre Balance Scorecard et OKR, c'est l'alignement Mhm. organisationnel, hein. Ce qu'on veut, c'est aligner en effet l'organisation sur des objectifs et des priorités. Et puis, on veut aussi, de manière très explicite, expliquer comment est-ce que cette stratégie va pouvoir se concrétiser. Donc, le Balance Scorecard va aller jusque-là. Oui. Puis, j'ai envie de dire que les similitudes s'arrêtent un peu là. Pourquoi? Parce qu'en effet, dans le volet en fait OKR, on va être très orienté sur l'exécution. Donc l'OKR n'est pas un framework de définition de stratégie, par exemple. C'est Mhm. pas fait pour ça. Vous avez une stratégie, vous avez des objectifs stratégiques qui peuvent couvrir 10, 12, 15 axes de votre entreprise. Parmi ces 15 axes sur lesquels vous allez probablement avoir des ambitions, peut-être même avec des objectifs, Oui. l'OKR, en fait, va se focaliser sur 3 à 5 objectifs. C'est tout. Mhm. Donc ça, c'est un premier élément très important parce qu'au-delà de c'est quoi un objectif, c'est quoi un résultat clé, j'ai envie de dire que la sauce secrète des OKR est plus dans la mécanique, dans à quoi ça ressemble un OKR en fait dans une organisation, un dispositif. J'ai Oui. envie de dire OKR dans une organisation. Donc c'est là où on va constater des différences importantes. Est-ce que c'est juste de dire que, par exemple, si je résume, le Balance Scorecard va nous permettre de nous donner les éléments clés du pilotage de notre stratégie, alors que l'OKR va nous donner les éléments clés de transformation qui nous permettent de faire un saut par rapport à où on veut transformer l'organisation pour justement arriver à mettre en œuvre les différents axes stratégiques, les priorités qui sont clés dans ce sens-là. Oui, c'est vrai que le Balance Scorecard va peut-être laisser beaucoup plus de place au pilotage.
Puis quand on parle de pilotage, c'est qu'en effet, dans une stratégie, il y a deux composantes. Il y Mhm. a le volet pilotage, à savoir qu'est-ce qui va prouver qu'on est en train de piloter correctement l'entreprise, l'organisation. Et c'est là où les KPI, les fameux indicateurs Oui. clés de performance prennent toute leur valeur. Et Mhm. puis, on va vouloir transformer en fait des éléments. Donc, on va vouloir aller chercher de la nouvelle valeur pour continuer à faire grandir l'entreprise. Et c'est dans ce domaine-ci que les OKR en fait interviennent. Donc, on est vraiment sur la transformation quand on parle d'OKR, alors que sur les KPI, on est vraiment sur les opérations, sur le Mhm. run, ce qu'on appelle le run. Et justement, donc, quand on parle d'amener cette transformation, déployer un des OKR à quelque part, ça amène une transformation, une façon différente de piloter, parce que comme tu viens de le dire, il y a le build et le run, le pilotage, la transformation. Comment savoir si son entreprise, elle est prête pour aller de l'avant avec cette approche? Quel est le juste prix à payer justement en termes d'efforts pour que cet investissement en vaille la peine? Parce qu'on rajoute une couche d'éléments de gestion pour pouvoir piloter cette transformation. On peut avoir en fait l'impression qu'on va rajouter quelque chose, mais en réalité, on va pas rajouter quelque chose. On va plus séparer deux Mhm. choses. On va distinguer d'un côté le run, donc les opérations en tant que telles, Oui. et on va vraiment distinguer le volet transformation sur d'autres éléments en effet de gestion d'objectifs. Mhm. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'au niveau de la direction, on a deux yeux, hein. Il y a un œil Oui. qui doit être sur les KPI, puis un autre qui doit être sur les OKR, en gros, là, en résumé. Euh, ce qui arrive, en fait, le plus souvent lorsqu'on arrive dans une entreprise, c'est que on a mélangé, ou en tout cas, on n'a pas distingué, en fait, la transformation des opérations. Mhm. Il pose un certain nombre de dysfonctionnements, en fait, dans l'entreprise. Oui. Parce qu'on ne gère pas les opérations de la même façon qu'on gère une évolution, une transformation. Oui. Ces deux environnements, ces deux mindsets, Oui. non seulement différents, mais j'ai presque envie de dire opposés. Dans les opérations, on vise le zéro défaut, on veut que ce soit le plus lean possible, que ce soit réalisé avec le moins d'efforts possible. Mhm. Lorsqu'on est sur de la transformation, on est plus dans l'hypothèse, dans le laisser-erreur, et donc on va aller chercher une nouvelle création de valeur. Donc on est en train de Oui. chercher de l'or là dans une rivière, hein. L'échec est autorisé, j'ai envie de dire, dans les Mhm. OKR, alors qu'il ne l'est pas au niveau des opérations. Ah, très intéressant. J'aime la façon que tu le positionnes par rapport la valeur qu'on va aller chercher, l'échec, le test, l'expérimentation par rapport à l'exécution qui, doit être sans faille pour pouvoir justement atteindre les différentes cibles, les enjeux, les cibles clients et les cibles financières qu'on retrouve notamment dans le Balance Scorecard. Comment est-ce que les OKR agissent en termes de tissu conjonctif qui relie la vision du dirigeant donc aux actions quotidiennes des équipes, sachant qu'il y a un élément de transformation, sachant qu'il y a un élément pilotage qui existe? Ouais. Donc j'ai envie de dire que la beauté des OKR, c'est un système en fait top-down, bottom-up. Le but justement, c'est de pouvoir en fait écouter la vision à tous les Mhm. niveaux de l'entreprise. Quand je dis la vision, c'est que bien entendu, il y a une vision d'entreprise, Oui. il y a une réalité. Par exemple, au niveau du middle management, ils vont constater d'autres facteurs de succès ou d'évolution. Et puis Mhm. sur le terrain, les équipes vont pouvoir constater également d'autres facteurs de succès et d'évolution. Oui. Le but, c'est d'aligner tout le monde Mhm. sur une vision commune qui parte en effet du haut, qui va descendre vers le bas, qui va s'adapter, j'ai envie de dire, à la réalité en fait observée sur le terrain et qui va remonter par la suite. Donc on est Mhm. dans une dynamique en fait de vision et de définition de concrètement comment est-ce qu'on atteint notre vision stratégique. Oui. Donc il y a un élément en fait participatif et c'est pour ça d'ailleurs que les OKR sont souvent adoptés facilement par les agilistes parce qu'il y a des points communs forcément. Oui. On est très participatif, on est inclusif et on est aussi très transparent Mhm. sur qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que lorsqu'on se fixe des objectifs et que ce sont les mauvais objectifs, Mhm. parce qu'on constate que finalement, c'est pas ça qui fait la différence pour nous sur notre marché. Il faut avoir le courage managérial, comme on dit, Oui. d'arrêter cet objectif et d'en prendre un autre.
Et donc ça, c'est le type d'élément, en fait, culturel, sur lequel, l'implantation des OKR risque en effet de frapper un mur et Mhm. sur lequel il va falloir travailler avec la direction notamment, qui a pas forcément l'habitude, changer ses objectifs en cours de route. On va parler tantôt un peu plus de la mise en œuvre des OKR, mais il y a un élément que je trouve intéressant, c'est quand on parle d'outcome, quand on parle d'OKR. Pourquoi est-il vital dans une gestion stratégique de pivoter de la mesure de l'impact réel, les outcomes, plutôt que la simple liste de tâches à accomplir quand on parle de transformation notamment, parce que ça peut rapidement venir, on entend souvent ça, que dans une planification stratégique, ça donne finalement une liste d'épicerie, ce qu'on veut pas finalement. Mais dans la réalité est qu'en entreprise, c'est souvent mis en œuvre de cette façon-là. Comment qu'on dépasse le contexte des tâches à accomplir puis qu'on se focalise réellement sur l'outcome quand on parle Mmh. d'OKR? Alors, j'aime bien utiliser en fait une analogie par rapport à ça, ce que j'appelle le complexe du miroir. OK. Heu, le matin, tu vas dans ta salle de bain, tu te regardes dans ton miroir et tu te dis: «Ah, j'aimerais bien changer ça, ça et ça chez moi». Mhm. OK? Puis, tu parles à ta conjointe ou à ton conjoint, puis la personne te dit, «Non, non, regarde, te va pas te refaire le nez» ou, je sais pas quoi, «Tu très bien, tu es parfait comme ça», Oui. Bon, dans une entreprise, on a ce même effet miroir. Exemple, les, TI par exemple, Mhm. vont se regarder, dans la glace tous les matins et vont se dire: «Mmh, il faudrait qu'on change ça, ça, ça et ça». Le problème qu'on a, c'est qu'ils vont pas demander à leur conjoint ou leur conjointe, à savoir la direction ou la business: «Est-ce que je dois vraiment changer ça?» Mhm. Donc tout le monde, toutes les fonctions, dans l'entreprise ont ce même biais finalement qui est parce qu'on est des experts dans notre domaine, on voit des choses forcément que les autres ne voient pas Oui. et on s'invente sans le vouloir, on s'invente en fait des activités qui n'apportent pas de valeur ajoutée à l'entreprise. Donc on se crée en fait de l'activité, Mhm. c'est un biais, naturel qu'on va retrouver dans les entreprises bien souvent. On se crée de l'activité, avec des budgets derrière, des gens qui travaillent et Oui. cetera, mais qui ne livrent pas de valeur. Mhm. Donc l'OKR en fait, il va, permettre de travailler ce biais et de poser la question concrètement, ton objectif, ton activité là, elle va permettre de faire bouger quelle aiguille en Mhm. termes d'évolution, de transformation? Et donc on rentre dans ce type de discussion pour moi j'appelle même pas ça de la priorité, c'est quasiment couper en fait des activités, qui ne sont plus pertinentes en fait pour Oui. l'entreprise. Donc c'est au-dessus de la priorité, parce qu'après il y a des systèmes de priorisation, hein, qu'on connaît tous là. Mhm. Mais avant même de prioriser, c'est, faire le grand ménage. Oui. C'est-à-dire arrêtons de créer de l'activité, qui n'apporte pas finalement de valeur à l'entreprise et qui n'est pas rattachable à un Mhm. objectif stratégique. Oui. Et donc, dans ce contexte, le fait d'avoir, par exemple, un objectif, mettons, 3 key results qu'on doit accomplir, nous amène à se concentrer sur, si je travaille sur ces axes-là, ça devrait m'amener à satisfaire ou à rencontrer mon objectif. Si des activités ne sont pas associées ou des initiatives ne sont pas associées à ces priorités ou ne font pas le lien avec un objectif, à quelque part, elles n'ont pas lieu d'être et ça devient à quelque part un compas stratégique qui nous permet de faire du sens dans la valeur de nos activités finalement. Exact, c'est vraiment un purificateur, on va dire, d'activité dans l'entreprise là, comme on pourrait avoir un Mhm. purificateur d'air là dans une maison. Bah, on a besoin aussi, et surtout en ce moment, c'est pour ça que le sujet les OKR aussi revient, beaucoup, en ce moment sur la Oui. table, parce qu'on est beaucoup dans une logique d'optimisation, Mhm. du travail et des budgets dans les organisations. Donc, au-delà des systèmes de priorité existants, Oui. comment je fais pour me concentrer vraiment sur ce qui est important? Donc, à quelque part, la stratégie, on sait, la stratégie, c'est de choisir ce qu'on ne fait pas. Les OKR, dans ce sens, dans toute l'explication que tu viens de me donner, nous forcent ou forcent les dirigeants à limiter leurs priorités et s'assurer à quelque part que leur équipe de direction et leurs différentes équipes de gestion soient concentrées sur ce qui paie finalement, ce qui va être payant pour l'organisation. Exactement.
Maintenant, passons dans la dynamique concrète. Parlons un peu de la mise en œuvre, mais surtout son pilotage. La stratégie, ben, ça peut pas survivre sans exécution. Concrètement, ben, on sait que ça doit faire en sorte qu'on doit être capable à chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre piloter notre stratégie. Concrètement, comment ça se pilote des OKR dans ce contexte-là? C'est quoi les différents rituels qui sont indispensables et comment est-ce qu'on évalue nos progrès sans tomber dans la création d'une bureaucratie avec des tableaux de bord à n'en plus finir et qui prennent 3 semaines à se mettre à jour? Ouais. Donc là, c'est vraiment le secret en fait du succès des OKR. Parce que souvent, un des pièges dans lequel toute organisation tombe, Mhm. c'est définir des objectifs et des résultats clés. Et Oui. ils vont faire ça pendant 3 mois, pendant 6 mois, pour la prochaine année, etc. Et là, je leur dis bravo, vous avez atteint 5% de la valeur des OKR. Parce que le 95%, c'est tout ce qui Oui. se passe derrière. C'est justement l'exécution de la Oui. méthodologie. Et c'est pour ça qu'on parle de méthodologie d'OKR. Puis bon, c'est quand même une approche qui a une cinquantaine d'années, hein. Mhm. Rappelons-le. Ce qui fait qu'il y a eu une évolution. On a appris des choses quand même en 50 ans sur les OKR. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une même approche qu'il y a 50 ans. On est vraiment sur une méthodologie. Ce qui fait que cette méthodologie-là, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit d'abord, premier élément, il y a des rôles clés Oui. que quelqu'un va devoir endosser pour créer, animer et suivre en fait l'atteinte des résultats clés. Mhm. Avec comme premier point de départ le sponsor, donc le promoteur en fait de l'initiative, qui est bien entendu le dirigeant de l'entreprise. Oui. C'est au niveau du C-level en fait que ça se passe. S'il n'y a pas en effet un sponsor, puis je vais expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire être un sponsor d'OKR. C'est pas la peine de démarrer en fait une initiative d'OKR. Elle va mourir dans l'œuf à un moment donné. Mhm. Donc il y a le sponsor. Il y a ensuite en fait il y a différents termes qui sont utilisés, mais on peut parler en fait de champion OKR. Oui. Donc, le champion OKR, c'est un petit peu le Scrum Master finalement qui va opérationnaliser les OKR. Donc, il va suivre en fait l'avancée des OKR sur le Mhm. terrain avec les équipes. Mhm. Et puis, on a également une personne, ça peut être la même personne, hein, qui va gérer, on va dire, le déploiement des OKR dans l'entreprise, dans l'organisation. Donc, il va être un petit peu le chargé de programme, qui va gérer les OKR comme un programme, puis qui va s'assurer justement que les gens sont correctement formés, Oui. les outils sont en place et les cérémonies, en fait, ont lieu. Donc ça, c'est le volet, on va dire, un peu organisationnel, hein, Oui. Oui. l'élément clé. Et bon, il y a une quatrième personne souvent qui est le coach OKR. Donc il y a des certifications spécifiques pour devenir coach OKR et qui est là pour amener tout le monde, justement, ces trois autres personnes à compétences. Mhm. Juste avant de passer, donc un sponsor OKR, c'est quoi? C'est un dirigeant qui est formé aux OKR. Mhm. Puis c'est pas très lourd, hein. C'est minimum 1 heure de formation pour bien comprendre en fait c'est de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Oui. Quelles Oui. sont les conséquences pour vous, non seulement sur la façon dont vous gérez, mais surtout sur les discussions que vous Mhm. allez avoir dans l'entreprise et pas seulement avec votre petit comité de direction, mais avec l'ensemble de l'organisation, parce que le dirigeant doit devenir en fait un porte-parole finalement Oui. des OKR, des objectifs de l'entreprise et doit en parler régulièrement, Mhm. présenter les résultats de manière transparente, etc. Donc c'est un communicant et c'est quelqu'un qui participe à certaines cérémonies clés au niveau de la OK. gestion des OKR. Mhm. Donc, ça, c'est le volet, on va dire, un petit peu gouvernance. Après, le volet strictement livraison opérationnelle, Oui. les OKR s'observent en fait toutes les semaines ou aux 2 semaines. Donc, sur le marché, les entreprises en fait observent l'évolution. Donc, est-ce que mon aiguille au niveau des Mhm. résultats clés a bougé à chaque semaine ou aux 2 semaines? Oui. Si vous n'êtes pas capable de constater des évolutions par rapport à la métrique que vous avez sélectionnée à chaque semaine ou aux 2 semaines, c'est Mhm. probablement que vous n'êtes pas en train de mesurer la bonne métrique. Vous êtes en train de Donc, mesurer une métrique qui est certainement très intéressante à mesurer, oui. mais qui est peut-être une métrique, une lagging, ce qu'on appelle les lagging indicators, donc un indicateur
je sais plus A comment on dit, posteriori, a posteriori, c'est ça, oui. plutôt qu'un leading indicator qui est plutôt un indicateur au contraire a priori qui va nous Mhm. indiquer qu'on est sur la bonne voie. Oui, Parce que oui, oui. souvent, bien entendu, une des réponses que j'ai, c'est de dire, mais nous, on fait déjà ça, on regarde nos objectifs aux 3 mois ou aux 6 mois. Les observer aux 3 mois, c'est une bonne pratique en effet, mais il faut être capable en fait d'observer une évolution beaucoup plus rapide que ça. Ben, surtout si on est dans une logique de transformation, quelque part, c'est pas le statu quo, là. Il y a une dynamique qui doit il y a un progrès qui doit se constater. Si c'est pas aux semaines, c'est au moins aux 2 semaines. Sinon, ça va être difficile d'atteindre le seuil ou du moins la cible qu'on s'est donnée. Exact. Donc ces petits événements-là, parce qu'en fait, en réalité, c'est des 15 minutes, hein, Mhm. sont des réunions de 15 minutes qu'on appelle des check-in. Oui. On va souvent les intégrer dans des rencontres qui sont déjà planifiées Mhm. finalement dans le mécanisme en fait de livraison de l'entreprise. Oui. Exemple, si vous êtes en livraison un peu plus agile, peut-être que lorsque vous allez faire des revues de livraison Scrum aux 2 ou 3 semaines, peut-être que vous allez les intégrer à ce moment-là Mhm. et dans ces revues-là, le boss est là. Oui. Donc, sur ce 15 minutes, la direction est présente dans ce Mhm. 15 minutes pour observer l'évolution ou non d'ailleurs des résultats clés. Parce que la direction n'est pas responsable uniquement des objectifs stratégiques. Ils sont responsables de les faire arriver. Oui. Ce qu'on peut parfois ne pas entendre dans une entreprise, hein. J'ai déjà eu des exécutifs qui m'ont dit moi je suis là pour définir des objectifs stratégiques, le reste ça ne me regarde pas. Bon, là en effet il y a un travail en fait à faire en amont pour expliquer que non, oui ça rentre pas directement dans votre cours opérationnel, mais vous êtes responsable, ce qui fait qu'à un moment donné il faut raccrocher en fait Oui. sur ce qui se passe. Donc ça, c'est les check-ins, c'est probablement l'événement le plus important. Et puis, bien Mhm. entendu, derrière, on va avoir des revues probablement trimestrielles sur lesquelles peut-être qu'on va prendre des plus grosses décisions. C'est probablement dans le trimestriel ou dans les revues mensuelles qu'on va décider d'arrêter un résultat Mhm. clé, d'en démarrer un nouveau, de changer le résultat clé parce que finalement, cette métrique, on constate qu'elle n'a pas vraiment d'impact comme on le pensait sur l'entreprise. Oui. Donc il y a les revues et puis on fait également des rétrospectives régulièrement. Donc à la fin de chaque cycle court, Oui. l'équipe va se réunir et va voir comment est-ce qu'on améliore en fait notre processus de gestion des OKR et Mhm. puis comment est-ce qu'on améliore notre exécution finalement stratégique, à savoir quelles sont les actions qu'on pourrait faire pour faire bouger cette aiguille qui a du mal à Mhm. bouger. Donc voilà, donc il y a toute une série d'activités qui sont pas nécessairement de nouvelles activités. On a plutôt tendance à les greffer à des activités existantes, à des Oui. cérémonies Oui. existantes. Les rétrospectives, ça se fait. Je veux dire, c'est l'amélioration continue, c'est une bonne pratique. Les revues de performance, les revues d'avancement, ça se fait. Mhm. Donc c'est plutôt, on va greffer en fait cet élément-là à l'intérieur des mécanismes existants de gestion de l'entreprise. Une des façons que j'aime bien les relier, justement cet élément-là que tu mentionnes, c'est quand on fait la mise à jour des priorités, soit au trimestre, parce que c'est un rythme qui existe en gestion de stratégie. On regarde l'évolution de nos priorités, la mise à jour des priorités pour le prochain trimestre, ou comment qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on a atteint, qu'est-ce qu'on doit remettre à l'ordre du jour, parce qu'on progresse dans notre transformation. Mais les OKR nous permettent vraiment à ce moment-là, de se reposer la question de comment qu'on va le mettre en œuvre, comment c'est quoi les énergies qu'on va déployer, qui sont les équipes à déployer, comment qu'on va pouvoir créer cet alignement-là grâce aux OKR dans ce contexte-là. Et justement, ça s'insère dans le rythme stratégique et ça, ce que j'aime bien dans ce que tu expliques et dans la pratique, c'est que ça amène ce pilotage stratégique comme étant un élément qui est quasi hebdomadaire ou presque quotidien, dans le sens qu'on vient faire le pont entre la stratégie et l'exécution, et l'un et l'autre deviennent à ce moment-là les deux facettes de la même pièce de monnaie, si je peux dire avec une mauvaise analogie, mais ça prend forme au quotidien de façon très, très, très dynamique, et c'est pas dans ce contexte
un dirigeant qui dit, moi, j'ai fait, comme tu l'as dit, j'ai fait la stratégie, j'ai fait les objectifs, les grandes orientations, et après ça, je m'en mêle plus. Ça devient l'affaire de tous et ça devient de façon perméable plutôt, au niveau dans l'organisation, qui est une réalité qu'on doit mesurer et voir les progrès. Et j'aime bien cet élément dynamique qu'on retrouve dans les OKR que tu as très bien mentionné, effectivement. Non, ça fait toujours penser à cette image de, moi j'ai toujours aux dirigeants, il faut sortir la stratégie de son tiroir. C'est le Oui. PowerPoint qui est au fond du tiroir, il faut le mettre dans les opérations, Mm-hmm. Et dans voilà. l'activité de l'entreprise. Ouais. Dis-moi, c'est quoi la différence donc entre ce on a parlé un peu tantôt, on a fait allusion aux KPIs, la santé de l'entreprise, les OKR qui sont des leviers de changement. Est-ce qu'on les intègre les deux dans le même tableau de bord ou comment qu'on le pilote? On pilote ces éléments-là qui apparemment pourraient être distincts et complètement différents l'un de l'autre. Oui. Donc, pour revenir en effet déjà sur le sujet des KPI, l'analogie forcément qu'on peut avoir, c'est tu vas chez ton médecin t'a demandé de faire des analyses, tu arrives avec les résultats de tes analyses, Oui, toutes les métriques de tes analyses sont des KPI. oui. La question étant, est-ce que Eric est en santé? Et donc, le médecin va faire une analyse de tes KPI, puis va dire, voilà, tiens, il y a ci, il y a ça, etc. Peut-être que ton médecin va mettre l'accent sur le doigt sur une métrique ou deux métriques. Il va Mhm. dire, bon, là, on a peut-être des indicateurs qui sont un peu trop élevés. Oui, Et on va se fixer un objectif de réduire ça ou d'augmenter ça de tel niveau à tel niveau. oui, Et là, il vient de te proposer un OKR. Parce que l'objectif, c'est être en meilleure santé. oui. Et les métriques, les key results, c'est Mhm. tiens, taux de cholestérol de ça à ça, etc., etc. Donc derrière, bien entendu, il va y avoir un programme qui va être fait pour que les choses arrivent. Donc le KPI, en fait, dans une entreprise et l'OKR, c'est une complémentarité absolue, j'ai envie de dire. Parce que D'accord. on doit savoir, est-ce que l'entreprise fait correctement ce qu'elle est censée faire, des opérations. Donc ça, c'est les KPI qui nous disent que notre cycle de vente, notre cycle de production, la satisfaction des clients sont au Mhm. beau fixe par rapport aux indicateurs qu'on s'est fixés, qu'on a déterminés comme étant viables en fait pour l'entreprise. Et puis d'un autre côté, avec les OKR, on va vouloir améliorer en fait certaines métriques. Alors parfois, les métriques sont les mêmes. Mhm. Ce qui peut créer de la confusion aussi entre KPI et OKR parce que ah oui mais là tu me dis que on est bon si on fait ça mais oui on veut l'augmenter à Y. Donc là en effet on Oui. passe dans une autre cour. Parfois les métriques sont différentes. Donc ce qui va être géré différemment dans l'entreprise, d'abord au niveau des KPI, on veut les automatiser le plus possible. Mhm. On veut pas aller les chercher manuellement, et cetera, parce que c'est les indicateurs clés de performance. Donc, il faut que ce soit automatisé le plus possible. Oui. Les OKR, pas du tout. C'est même plutôt l'inverse. Pourquoi? Parce que ton key result est en fait temporaire. Voilà. Donc, est-ce que l'effort de créer en fait, si c'est un nouvel indicateur, est-ce que l'effort de créer ce nouvel indicateur de manière automatisée vaut vraiment la peine ou pas? Mhm. Alors c'est sûr, quand j'ai la même métrique de bords, bon bah là c'est facile parce que de toute Oui, façon oui, je la collecte déjà automatiquement, super. Mais il faut pas automatiser systématiquement ces OKR. oui. Si c'est un nouvel indicateur, il vaut mieux en fait le collecter entre guillemets manuellement. Quand je dis manuellement, c'est on va observer dans les systèmes, dans la réalité, une évolution en effet des Mhm. aiguilles et on Oui. va reporter manuellement dans un tableau de bord. Voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est de cette métrique par rapport notamment Mhm. aux résultats qu'on s'était fixés. Donc on est sur un tableau de bord qui est un petit peu différent. Oui. On a d'un côté un tableau de bord très automatisé, de l'autre un tableau de bord qui peut en effet avoir certaines métriques automatiques, mais d'autres qui vont être collectées manuellement et surtout avec des fréquences probablement très différentes. Puisque le KR, on Oui. veut l'observer quand même plus rapidement, nécessairement que le KPI, tout dépend de l'activité de l'entreprise.
Et ton explication, ce que j'adore dans ce que j'entends, c'est, je reviens à quand on parlait de Balance Scorecard un peu plus tôt dans notre discussion, ça prend du temps à implanter. Ça prend du temps à définir ce qu'on appelle les spécifications de la mesure, les sources d'informations, qu'est-ce qu'on veut automatiser, le reporting qu'on veut avoir, qui doit être associé. Ça prend un certain temps, alors que quand tu as dit tantôt, quand on définit nos OKR, si on passe des mois à les travailler, on passe à côté de l'objectif qui est cet élément dynamique, cet élément temporaire. Et si on passe plus qu'un certain temps à les définir, c'est à quelque part, on passe à côté du fondement même de la méthodologie et de l'objectif qu'on veut atteindre par cette mise en œuvre. Je trouve que ça vient vraiment bien camper cette dynamique de mise en œuvre qui se joue vraiment à une temporalité complètement différente, là. Tout à fait. Maintenant, passons sur le volet culture. Les OKR favorisent, donc tu l'as dit, une dynamique qui est beaucoup plus organisationnelle, qui est très bottom-up aussi. Comment est-ce qu'un leader peut lâcher prise ou lâcher le contrôle des tâches tout en s'assurant ultimement que les résultats seront au rendez-vous dans une approche comme les OKR? Alors, vaste question, j'ai envie de dire. Parce que forcément, c'est le nerf de la guerre. Oui, oui. Mettre en place des tableaux de bord, définir des objectifs, tout ça, on sait faire. C'est pas là que les difficultés vont arriver. La difficulté va arriver au niveau comportemental. Mm-hmm. Parce que la culture, c'est du comportement. Oui. Le volet, on va dire, tangible de la culture, c'est les comportements qu'on va observer dans une entreprise. Oui. Et pas forcément les mots qui sont écrits sur un mur. Tout à fait. Donc parfois c'est mieux quand les mots suivent les actes, mais bon, ça c'est autre chose. Oui. Ça va prendre du coaching. Parce qu'en effet, il y a différentes raisons pour lesquelles, forcément, l'entrepreneur ou en tout cas le chef d'entreprise veut être en contrôle de ce qui se passe. C'est bien naturel de vouloir être en contrôle en fait de ce qui se passe dans son entreprise. Oui. Les KPI sont un élément de contrôle. La stratégie est culturellement quand même un élément de contrôle où on se donne l'illusion d'un contrôle en stratégie parce que la stratégie finalement ça n'est qu'une hypothèse. Oui. C'est que on veut aller là. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que nos ambitions sont bien trop élevées par rapport à nos capacités, etc., etc. Il y a beaucoup de paramètres en fait qui rentrent en ligne de compte et qu'on ne maîtrise absolument pas. Comment est-ce que le marché va évoluer? Comment est-ce que la concurrence va s'adapter? Est-ce qu'on va être capable de s'adapter aussi rapidement? Beaucoup de paramètres en fait. Ce qui fait que pour faire évaluer en effet le cas du dirigeant et le rassurer en fait dans la mise en place des OKR, parce que OKR égale, t'es pas forcément en maîtrise du résultat. On va te démontrer, tu vas observer que tu n'es peut-être pas en maîtrise totale du résultat. Il y a des choses que tu fais, mais il y a peut-être en effet des indicateurs sur lesquels il y a des facteurs externes à ton entreprise que tu ne maîtrises pas. Je vais te donner un exemple en fait. Hydro-Québec pour pas le nommer où j'ai mis en place l'approche. Bon. Ils ont des systèmes prédictifs au niveau de la consommation énergétique des ménages, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut avoir une prédiction, un contrôle, j'ai envie de dire. On peut mettre en place des solutions pour que les ménages consomment moins aux heures de pointe, etc. Mais les variations dans les températures, les tempêtes de neige, la glace qui tombe, c'est des éléments sur lesquels, bien entendu, l'entreprise n'a aucun contrôle. Tout à fait. Même si on peut avoir soi-disant une prévision, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est important de constater que ce facteur-là, et il peut y avoir des solutions autres que celles qu'on avait envisagées vis-à-vis des consommateurs. Exemple, je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas du tout un expert là-dedans, mais si j'enterre mes lignes électriques dans telle région où je constate en fait que les pannes sont récurrentes et que ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'enjeux à mes clients, peut-être que l'impact va être beaucoup plus rapide et important que si je demande aux gens d'arrêter de consommer d'électricité aux heures de pointe. Exemple. Donc c'est vraiment cet élément-là, c'est ces discussions en fait qu'il va falloir avoir avec les dirigeants. Qu'on va avoir souvent dans un deuxième temps, c'est qu'une fois que les métriques, les KR vont commencer à remonter, etc., puis qu'on constate l'impact
de ces résultats clés, des activités finalement sur les résultats clés, Mhm. c'est là où on Mhm. va se poser la question, mais finalement notre activité, en quoi est-ce qu'elle a contribué à faire bouger cette aiguille? Mhm. Il faut être très honnête en fait dans le résultat en disant, ben, on est capable de le mesurer ou alors on n'est pas capable de le mesurer. Peut-être qu'on n'est pas en train de mesurer la bonne métrique. Et puis, on constate qu'il y a des éléments externes sur lesquels on n'est pas en maîtrise. Et peut-être que ça pourrait nous donner des idées pour réfléchir différemment en fait la façon Oui. dont on Oui. livre en fait nos activités. Et ton explication, l'exemple que tu donnes, vient mettre l'emphase sur le fait que les OKR permettent une gestion stratégique beaucoup plus réactive, nous permettent une adaptation avec les feedbacks de ce qu'on voit ou ce que moi j'appelle les conditions de succès de notre stratégie. Il y a des leviers qu'on doit absolument bien monitorer. On n'a pas le contrôle sur tout. Donc, ça nous permet de voir les ajustements qui sont nécessaires parce qu'on a cette boucle de feedback rapide qui nous permet de re-questionner à savoir quelle est la meilleure approche pour atteindre nos objectifs et d'ajuster au fur et à mesure finalement. Exact. Donc, on va retrouver en fait un petit peu les mêmes leviers en termes de culture que lorsqu'on veut passer en fait en mode produit ou en livraison plus agile en fait des projets, des programmes. On va heurter finalement les mêmes difficultés d'un point de vue culturel. Oui, Ce besoin de contrôle systématique, le micromanagement, le fait de se cacher derrière des indicateurs qui finalement ne sont pas des indicateurs importants. oui. Donc, tout ça va avoir un impact important. Et d'un point de vue comportemental, c'est vraiment, moi, mon observation quand j'arrive dans une entreprise, c'est pas compliqué. J'écoute les gens pour savoir de quoi est-ce qu'ils parlent. Mhm. Est-ce qu'ils parlent d'activité ou est-ce Oui, qu'ils parlent de résultats? Est-ce qu'ils parlent OK. d'impact? Mhm. Et bien souvent, bah, forcément, parce qu'on est pris dans notre quotidien, on va avoir tendance à être très focalisé sur nos activités Bien sûr. et on parle pas souvent de l'impact de nos activités sur l'évolution de l'entreprise. Mhm. Dans ce contexte, pourquoi est-ce que les leaders échouent à mettre en place les OKR? Quelles sont les erreurs du leadership? Qu'est-ce que tu as pu voir comme erreurs les plus fréquentes qui font qu'une mise en œuvre devient une bureaucratie pesante ou tout simplement ne permet pas d'atteindre les résultats ou ne fonctionne pas parce qu'à quelque part, il y a une dynamique, il y a un rythme qui s'impose, comme on a parlé. C'est qu'est-ce que tu constates comme principales erreurs qu'un dirigeant ou doit porter attention pour pouvoir réussir son implantation ou son exécution avec les OKR? Ben, la première erreur, c'est de revenir en fait sur des KPI. C'est-à-dire tranquillement, pas vite. On part sur des idées d'objectifs, d'évolution, de transformation de l'entreprise, et Mhm. on met derrière en fait des métriques qui sont en réalité des KPI. Oui. Et qui ne apportent aucune ambition dans l'entreprise. C'est-à-dire, et c'est correct à un moment donné, bien entendu, d'avoir des objectifs d'entreprise avec d'un côté des KPI et des OKR. Mhm. Et donc, il peut y avoir en effet souvent on va rebasculer vers ce qu'on connaît, vers les opérations, vers des choses, vers le minimum finalement requis pour l'entreprise pour opérer. Oui. Donc ça, c'est le premier biais, c'est de revenir en fait sur des notions de KPI plutôt d'OKR, Mhm. donc de refuser finalement l'adaptabilité des Oui. OKR, de revenir sur du contrôle en fait. Euh, Après, l'autre difficulté qu'on rencontre, c'est le désengagement finalement de la gestion. C'est-à-dire parce que la gestion est très occupée, Oui. de s'orienter sur d'autres sujets que l'impact en fait de ce qui est fait par les équipes, par l'organisation. Mhm. Et donc de se préoccuper à passer trop de temps sur d'autres sujets que l'impact en fait des activités qui sont réalisées. Mhm. On va s'attarder sur les ressources humaines, sur le développement des compétences, sur attention, il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, on va tous se mobiliser là-dessus, alors qu'en fait le vrai sujet, c'est jamais celui-ci. Je dis pas que Oui. c'est pas des sujets qu'il faut traiter, qui sont pas importants, mais le vrai sujet, c'est l'impact de l'entreprise sur son marché. Oui. Oui. Donc qu'est-ce qu'on apporte de différent Mhm. que les autres? Sinon, à quoi on sert? C'est quoi notre raison d'être? Donc, l'autre élément, bien entendu, c'est, j'ai envie de dire, le manque de recul stratégique. Oui. Le fait d'être trop la tête dans les opérations.
Mhm. Un dirigeant, un board qui a la tête dans les opérations, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir de l'entreprise. C'est pas leur rôle. On Leur n'a plus de rôle, c'est de prendre perspective. du recul, c'est ça, Ouais. et d'avoir une perspective en fait à moyen long terme sur l'organisation, tout en écoutant ce qui se passe en effet sur le terrain pour amener en fait une vision, pour faire évoluer une vision et des objectifs qui font vraiment du Mhm. sens par rapport à qui est l'entreprise sur son marché, auprès de quel marché. Donc ça, c'est vraiment les principales difficultés en fait qu'on va rencontrer et les biais sur lesquels il faut faire attention lorsqu'on arrive en fait dans une approche en fait d'OKR dans une entreprise. Donc c'est très important d'avoir au départ cet échange, cette compréhension en fait par la direction, par Mhm. le board finalement de qu'est-ce qui va se passer si vous voulez mettre en place si vous voulez mieux exécuter votre stratégie. D'abord, quels sont les facteurs qui font qu'aujourd'hui, votre stratégie, vous n'arrivez pas à l'exécuter? Parce qu'on va partir de là. Hein, donc, Oui. on a même des outils de diagnostic qui ont été construits là, avec un collectif international pour analyser en fait les différents aspects de l'exécution stratégique et commencer à avoir des pistes pour aider en fait l'exécutif à prendre conscience de Mhm. pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas. Oui, oui. Parce que c'est pas en faisant la même chose plus fort que forcément le résultat va être Effectivement. Oui, différent. oui, oui. C'est ça. Mais ce que j'aime dans tout le propos que j'entends, c'est vraiment cette logique de mise en œuvre des priorités stratégiques, de ce qui va faire un impact et qui va permettre d'atteindre nos ambitions, qui permet de relier l'exécution à ses choix stratégiques et de briser le fameux paradigme de moi je réfléchis et toi tu exécutes. C'est ce que je retiens de notre discussion et que ça devient vraiment un effort collectif pour pouvoir réaliser cette stratégie dans ce contexte et avec cet outil, cette méthodologie, je ne veux pas dire outil, cette méthodologie d'OKR. Frédéric, merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. C'est très instructif. Si quelqu'un veut en savoir plus, veut te rejoindre, par où on passe? LinkedIn, j'ai envie de dire, c'est la porte la plus simple, hein. Donc, vous pourrez me trouver sur mon profil LinkedIn. Sinon, voilà, je travaille chez Les Vieux Conseils, donc vous pouvez me trouver là aussi. Vous pourrez me contacter à frédéric.moreau@lesvio.ca. Parfait. Je mettrai dans les notes de l'épisode tous les moyens de pouvoir te rejoindre. Merci énormément. Ça fait un grand plaisir de t'avoir avec nous et bien sûr, à bientôt. Ben, merci beaucoup Eric de m'avoir reçu et j'invite tout le monde à consulter ton podcast que je suis personnellement très régulièrement. C'est très gentil. Allez, merci. À bientôt. Merci. Notre discussion a mis en lumière la nécessité vitale de pivoter de la simple mesure des activités vers l'impact réel de la valeur créée. Cette approche permet au OKR d'agir comme un purificateur d'activités en alignant les équipes sur les actions qui génèrent le plus de nouvelles valeurs, les distinguant ici des KPIs, les indicateurs clés de performance, qui, eux, mesurent la santé et la stabilité des opérations courantes. Les OKR et les KPIs ne sont pas en duel, mais complémentaires. Les KPI assurent le run, les OKR produisent le build. Ensuite, la réussite du déploiement des OKR est intrinsèquement liée à la culture organisationnelle et au leadership. Frédéric nous rappelle l'importance du lâcher-prise des dirigeants, qui doivent donner le contexte et faire confiance aux équipes pour définir les moyens et les mesures, les fameux résultats clés. L'échec est souvent attribué au manque d'exemplarité, à un trop grand nombre d'objectifs ou à l'oubli de la méthode. Des rituels concrets de gouvernance tels que les check-ins hebdomadaires et les revues de cycle sont ainsi indispensables pour que la méthodologie reste un système d'exploitation vivant pour la stratégie. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode sur notre site internet au www.inteliaconsulting.com/épisode 243. Et si vous aimez ces idées et désirez explorer et maîtriser les leviers d'action stratégique, abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.